Un chef de la mafia emmenait sa fiancée dîner jusqu'à ce qu'il voie son ex poussant une poussette avec des jumeaux sur un trottoir de Chicago. Sterling Ashford ajusta sa montre Patek Philippe tout en guidant sa Rolls-Royce Phantom noire de Jay dans le centre de Chicago. Le soleil de fin d'après-midi déposait des traînées dorées sur l'intérieur en cuir, s'y attardant, chauffant les coutures et les bords. Et dans cette lumière adoucie, il révélait la femme à ses côtés, Priscilla Whitmore, 29 ans, avec des cheveux blonds platine coiffés en un élégant chignon et des lunettes de soleil de créateur posées sur son nez aristocratique. Elle était tout ce qu'un homme dans sa position devrait désirer, belle, bien connectée et sans complications émotionnelles. Priscilla dit que son père avait invité 300 personnes à la fête de fiançailles. Pendant qu'elle parlait, elle vérifiait son reflet, s'assurant que rien dans le miroir ne trahissait la moindre trace de tension. Elle ajouta que toutes les familles importantes seraient là. Les yeux bleus acier de Sterling restaient fixés sur la route. À 37 ans, il avait appris que les alliances se construisaient sur la stratégie, pas sur les sentiments. Et cette leçon s'était installée en lui comme une seconde colonne vertébrale. Sa relation avec Priscilla durait depuis 6 mois. Ce n'était pas une romance, mais une fusion, et il préférait que ce soit ainsi. Après avoir vu son propre père mourir parce qu'il avait fait confiance à la mauvaise personne, Sterling avait appris que les sentiments étaient des fardeaux. L'amour était une faiblesse. La famille était une cible. Le feu de circulation passa au rouge. Sterling arrêta la voiture. « J'apprécie à quel point tu es concentré. » Priscilla toucha sa main. Aucune distraction, aucune complication. « Dans notre monde, les distractions font tuer les gens, » répondit-il. Le passage piéton se remplit des passants du soir. Sterling les regardait distraitement, son esprit déjà tourné vers la réunion après le dîner. Puis quelque chose le fit se concentrer. Une femme poussant une poussette double à travers la foule. Des cheveux châtains foncés attachés en une queue de cheval pratique, un simple manteau, clairement pas cher. Elle se déplaçait avec la précision prudente de quelqu'un transportant une cargaison précieuse. Le souffle de Sterling se coupa. Même de loin, même avec la tête baissée. Il connaissait ce profil, la courbe de son cou, sa façon de marcher. Iris Brennan, la femme qu'il avait repoussée 24 mois plus tôt. Iris s'arrêta alors qu'un des bébés commençait à s'agiter. Elle se pencha sur la poussette, fredonnant quelque chose de doux. Le bébé se calma immédiatement, puis Sterling les vit clairement. 2 garçons, des jumeaux aux cheveux noirs. L'un d'eux leva les yeux et même à cette distance, Sterling put le voir. Des yeux bleus acier. Ses yeux. Sterling. La voix de Priscilla venait de loin. Le feu est vert. Des voitures klaxonnaient derrière lui. Iris disparut au coin d'une rue avec la poussette, mais l'image restait gravée dans son esprit. Des jumeaux âgés d'environ 1 an, 24 mois depuis qu'il avait rompu avec Iris. Le timing était maintenant tragiquement clair. Les mains de Sterling tremblaient sur le volant, une sensation étrangère à un homme dont la poigne n'avait jamais faibli. Ni quand il s'était emparé de l'empire de son père à 25 ans, ni quand il avait éliminé ceux qui se dressaient sur son chemin. Mais maintenant, elle trahissait son sang-froid. « Tu connais cette femme ?» demanda Priscilla. Sterling ne répondit pas. Son esprit retourna à leur dernière nuit ensemble. Iris dans ses bras, murmurant qu'elle voulait un vrai avenir, un foyer, des enfants. Il avait été brutal. Les hommes comme moi n'ont pas de famille. Les familles sont des cibles. Je ne peux pas te donner cette vie. Elle avait hoché la tête en silence. Le lendemain matin, sa démission était sur son bureau, son appartement vide, son numéro déconnecté. Pas de larmes, pas d'accusation, juste de la dignité. Mais maintenant, Sterling réalisait quelque chose. Son acceptation silencieuse n'était pas de la paix. C'était de la protection. Elle avait caché quelque chose. Elle les avait cachés. Il se gara au service de voiturier du restaurant. Ses mains toujours instables. Priscilla vérifiait son rouge à lèvres. Inconsciente. Elle représentait tout ce qu'il avait choisi. L'alliance sans l'attachement. Le pouvoir sans la vulnérabilité. Alors pourquoi sa poitrine semblait-elle si vide? Pourquoi le fait de voir Iris avec ses bébés rendait-il son empire si insignifiant? Une question résonnait dans son esprit. Et si ces garçons étaient ses fils? Et si la vie qu'il avait évitée était les seules qui valent la peine d'être vécues?
Et si la femme qu'il avait repoussée avait eu besoin de lui plus qu'il ne l'avait jamais su, que feriez-vous à la place de Sterling? La poursuivre pour connaître la vérité? Ou oublier ce que vous avez vu et protéger l'alliance que vous avez bâtie? Si cette histoire vous touche, cliquez sur j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Abonnez-vous à Secrets Noré pour ne jamais manquer un autre voyage au cœur des émotions. Le restaurant Signature Room se trouvait au dernier étage de l'immeuble. Le genre d'endroit où les personnes les plus puissantes de Chicago venaient non seulement pour manger, mais aussi pour être vues. Sterling était assis en face de Priscilla à une table VIP près de la fenêtre, avec toute la ville étendue sous eux comme un tapis de lumière. Mais il ne pouvait rien voir de tout cela. Ni les tours scintillantes, ni le lac Michigan, sombre comme de l'encre dans la nuit, ni même la femme assise en face de lui. Son esprit était toujours à ce passage piéton où Iris s'était penchée pour apaiser le bébé qui pleurait. Priscilla parlait de la liste des invités, des familles qui devaient être invitées pour montrer du respect, de la façon dont son père avait réservé une section spéciale pour les alliés de la côte Est. Sa voix lui parvenait comme un bourdonnement lointain d'un autre monde. Sterling hochait la tête au bon moment, offrait des sons d'approbation quand on les attendait, mais ses yeux étaient vides. L'entrée fut servie, puis emportée, intacte. Le plat principal arriva et il prit son couteau et sa fourchette pour les reposer aussitôt sans avoir coupé une seule bouchée. Dans sa tête, les souvenirs d'il y a 24 mois déferlaient comme une marée. Le petit appartement d'Iris à Pilsen, un endroit sans meubles chers, mais toujours chaleureux, portant toujours l'odeur de fleurs fraîches. La dernière nuit où ils étaient ensemble, la lumière des bougies tremblant sur la table, Iris blottie dans ses bras, ses doigts traçant des lignes invisibles sur sa poitrine. Elle avait murmuré d'une voix pleine d'espoir qu'elle voulait un vrai avenir, qu'elle voulait le mariage, des enfants, une petite famille qu'il pourrait appeler la leur. Sterling s'était raidi. Il se souvenait de la peur qui l'avait envahi en entendant ces mots. Pas la peur d'Iris, mais la peur de lui-même. La peur de devenir faible. La peur de la mettre dans le viseur d'ennemis qui ne cessait jamais de surveiller. Il lui avait dit d'une voix froide que la famille était une faiblesse, que dans son monde, les gens tuaient ceux qu'il aimait pour le faire tomber, qu'il ne pouvait pas lui donner ce qu'elle voulait et ne le ferait jamais. Iris n'avait pas pleuré, elle n'avait pas supplié, elle n'avait pas crié ni rien cassé. Elle avait seulement hoché lentement la tête, ses yeux ambrés fixant les siens comme si elle avait connu la réponse depuis le début, mais avait quand même besoin de l'entendre le dire. Le lendemain matin, une enveloppe blanche se trouvait sur le bureau de Sterling avec sa démission à l'intérieur. Son appartement avait été vidé comme si personne n'y avait jamais vécu. Son numéro de téléphone n'existait plus. Elle avait disparu de sa vie si proprement que c'en était effrayant. Et Sterling, au lieu de chercher, avait ordonné à Griffin de bloquer tous les anciens numéros, de couper toutes les lignes de contact, d'effacer toute trace de cette relation comme si elle n'avait jamais existé. Maintenant, assis dans ce restaurant somptueux, Sterling recalculait le temps, soit 40 ans. 2 longues années. Si Iris avait été enceinte quand ils se sont séparés, elle ne l'aurait pas su tout de suite. Peut-être quelques semaines plus tard, quand elle a remarqué le changement dans son corps, elle a essayé de le joindre, mais son numéro avait été bloqué. Chaque chemin vers lui avait été scellé. Elle avait affronté la grossesse seule. Elle avait accouché seule. Elle avait élevé 2 enfants seuls depuis plus d'1 an maintenant. La voix de Priscilla, vive et froide, trancha ses pensées. Elle prononça son nom. Elle dit qu'elle lui avait demandé 3 fois. Et est-ce qu'il l'avait seulement entendue? Il cligna des yeux et la regarda comme s'il réalisait seulement alors qu'elle était là. Il dit qu'il y avait quelque chose d'urgent. Il se leva si brusquement que la chaise racla le plancher de bois. Il dit qu'il devait partir. Priscilla le dévisagea. Elle protesta que c'était le milieu du dîner, qu'ils n'avaient même pas commandé de dessert, qu'elle voulait savoir ce qui se passait. Mais Sterling sortait déjà sans se retourner. Sa main sortit son téléphone alors même que ses pieds le portaient rapidement vers l'ascenseur. Il composa le numéro de Griffin, l'homme qui était toujours prêt, peu importe l'heure, peu importe le jour. Il lui dit de trouver tout sur Iris Brennan. Il voulait son adresse actuelle, son travail, ses finances, ses dossiers médicaux, tout. Il le voulait avant 6 heures du matin. Griffin ne demanda pas pourquoi. Il ne demandait jamais. Il dit qu'il comprenait. Patron.
Sterling conduisit dans la nuit de Chicago des rues qu'il connaissait et qui ressemblaient maintenant à un labyrinthe inconnu. L'image d'Iris penchée sur la poussette, chantant doucement à un bébé, tournait en boucle dans son esprit comme un film endommagé. Les yeux de l'enfant levés, des yeux exactement comme les siens. Avait-elle essayé de le joindre ou avait-elle choisi de se cacher parce qu'elle savait qu'il refuserait? Et si elle avait essayé, combien de ses appels avait-il bloqués sans même le savoir? Sterling ne dormit pas. Toute la nuit, il resta assis dans le penthouse plongé dans le noir, sans lumière, sans whisky, juste assis là à regarder dans le vide. Attendant, la lourde montre en or à son poignet mesurait chaque seconde de son tic-tac régulier et chaque tic-tac sonnait comme une accusation. Quand le ciel de Chicago commença à passer du noir à un gris pâle et réticent, on frappa à la porte à exactement 6 heures du matin. Griffin entra avec un dossier épais à la main, son visage aussi inexpressif que toujours. Il dit que c'était tout ce qu'il avait trouvé. Patron. Il posa le dossier sur la table, puis recula d'un pas et resta immobile comme une statue. Sterling tendit la main et alluma la lampe de bureau, et une fine nappe de lumière jaune se répandit dans la pièce. Il ouvrit le dossier et commença à lire, page par page, ligne par ligne, détail par détail. La vie d'Iris Brennan depuis cette nuit fatidique, tout était exposé à l'encre. La première page relatait son historique de travail. Après avoir démissionné de l'entreprise de Sterling, Iris avait postulé dans un petit cabinet comptable en banlieue. 2 mois après leur rupture, elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle continua à travailler jusqu'au 6e mois de la grossesse, lorsque l'entreprise mit brusquement fin à son contrat, masquant leur discrimination derrière de vagues évaluations de performance dès que sa grossesse devint visible. Il n'y eut pas d'indemnité de départ. Il n'y eut pas d'assurance maladie après son départ. Sterling tourna à la 2e page et son cœur se serra comme si un poing s'était refermé dessus. Le relevé d'appel montrait qu'Iris avait appelé son numéro 47 fois dans les 2 semaines qui ont suivi la découverte de sa grossesse. Un barrage de tentatives désespérées, chacune marquée par un seul mot dans ce système. Bloqué. Griffin parla, sa voix plate et égale. Il rappela à Sterling qu'il avait ordonné de bloquer tous les anciens numéros après son départ. Son numéro était sur cette liste. Sterling ne dit rien. Il se souvenait avoir donné cet ordre alors qu'il essayait de se convaincre qu'une rupture nette était ce qu'il y avait de mieux pour eux deux. Il n'avait pas imaginé que cette commande couperait près de 50 appels à l'aide qui se sont perdus dans un vide numérique, de la part d'Iris pour lui dire qu'elle portait ses enfants. La 3e page était médicale et ce que Sterling lui fit trembler sa main. Iris avait accouché de jumeaux dans un hôpital public, sans bonne assurance, sans personne à ses côtés. L'accouchement avait pris une tournure dangereuse car elle avait souffert d'une grave hémorragie postpartum et avait failli mourir sur la table d'opération. Elle resta à l'hôpital pendant 2 semaines pour récupérer, seule, sans famille, sans amis, sans personne pour lui rendre visite. Ses nouveau-nés étaient en couveuse pendant les premiers jours de leur vie, tandis que leur mère luttait pour garder la sienne. La 4e page décrivait sa vie actuelle. Iris vivait dans un petit appartement à Pilsen, un quartier ouvrier de Chicago, où le loyer était bon marché, mais la sécurité ne l'était pas. Elle travaillait à temps partiel dans une boulangerie appelée Sweet Haven, gagnant juste assez pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses 2 enfants. Pas d'économie, pas de réseau de soutien, seulement elle et 2 jeunes enfants. Sterling tourna à la dernière page une copie des actes de naissance des 2 enfants et quelque chose en lui s'effondra. Premier fils, Noah Sterling Brennan. 2e fils, Miles Brennan, Noah Sterling. Elle avait donné son nom à son premier-né. La femme qui l'avait abandonné, la femme dont il avait bloqué les appels, la femme qui avait failli mourir en donnant naissance à ses enfants seuls dans un hôpital public, avait inscrit son nom dans la vie d'un enfant dont il ne connaissait même pas l'existence. La main de Sterling s'arrêta sur cette ligne. Il la relut encore et encore, comme si ses yeux ne pouvaient être crus. Noah Sterling Brennan. Elle avait gardé un morceau de lui près d'elle, même après qu'il l'ait chassé de sa vie sans pitié. Griffin se tenait en silence, observant, ne disant rien. Il travaillait pour Sterling depuis assez longtemps pour savoir quand le silence était la seule chose correcte à faire. Sterling se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant Chicago se réveiller sous lui. La ville qu'il dirigeait, l'empire qu'il avait bâti. Tout cela semblait soudainement insignifiant à côté de cette mince feuille de papier.
Sa voix devint rauque quand il parla. Il dit qu'elle l'avait contacté désespérément des dizaines de fois pour ne rencontrer qu'un silence total. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Sterling Ashford, le chef de la mafia le plus puissant de Chicago, se sentit coupable. Pas coupable des crimes commis en affaires, pas des décisions impitoyables qu'il prenait pour protéger son empire, celles qu'il pouvait accepter et avec lesquelles il pouvait vivre tous les jours. Coupable envers la femme qu'il avait autrefois aimée et envers les deux enfants dont il ne connaissait pas l'existence, deux enfants qui avaient grandi sans père, tandis que leur père vivait dans la Way River à seulement quelques kilomètres de là. Il se tourna vers Griffin et dans ses yeux, il y avait quelque chose que le garde du corps n'avait jamais vu auparavant. De la douleur. Il dit à Griffin d'organiser une rencontre avec elle aujourd'hui. Griffin hocha la tête. Il dit qu'elle travaillait le matin à la boulangerie à partir de 7 heures. Sterling regarda l'heure. 6h15 du matin. Il attrapa son manteau. Il dit qu'il y allait maintenant. La boulangerie Sweet Haven se trouvait à un coin tranquille de Pilsen, une petite oasis nichée parmi de vieux bâtiments en briques et de modestes épiceries. L'odeur du pain fraîchement cuit flottait dans l'air matinal, se mêlant à l'arôme riche du café fraîchement préparé. À l'intérieur, de petits tables en bois étaient soigneusement disposés. Des rideaux crème pâle encadraient les fenêtres, et la lueur chaude des lampes suspendues enveloppait la pièce d'une sorte de douce étreinte. Sterling se gara à un pâté de maison et observa à travers le pare-brise. Il n'avait amené aucun garde du corps. Il ne portait pas de costume, seulement une simple veste et un jean, comme s'il était un homme ordinaire, s'arrêtant pour le petit déjeuner. À travers la vitre, il vit Iris essuyer une table, ses cheveux châtains foncés soigneusement attachés, un tablier blanc noué autour de sa taille. Elle se déplaçait avec une aisance rapide et exercée, comme si elle avait fait ce travail des centaines de fois, et peut-être était-ce le cas. Pendant tous ces mois, il n'avait même pas su où elle était. Il prit une lente inspiration et sortit de la voiture. La cloche sonna lorsque Sterling poussa la porte. Iris se tourna avec le sourire professionnel qu'elle réservait aux clients, et ce sourire se figea à l'instant où elle reconnut l'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte. 2 longues années compressées en un seul regard. Ses yeux ambrés s'écarquillèrent d'une fraction de seconde, puis se stabilisèrent, devenant calmes d'une manière presque effrayante. Elle inspira, leva le menton et demanda d'une voix dépourvue d'émotion ce qu'il aimerait commander. Sterling s'approcha, son cœur battant comme s'il faisait face à son ennemi le plus dangereux, plutôt qu'à la femme qui avait autrefois dormi dans ses bras. Il prononça son nom. Elle le coupa net. Elle dit qu'elle travaillait et que s'il n'était pas un client, il devait partir. Il lui dit qu'il devait lui parler. Elle répondit qu'ils n'avaient rien à se dire. Iris lui tourna le dos et continua à essuyer une table déjà impeccable, comme s'il n'existait pas. Sterling ne bougea pas. Il resta là, regardant son dos petit mais inflexible, et dit la seule chose qu'il savait qui la ferait s'arrêter. Il dit qu'il l'avait vue hier sur Michigan Avenue avec les enfants. Sa main s'immobilisa en plein mouvement. Elle ne se retourna pas, mais tout son corps se raidit. Un lourd silence s'installa dans la petite boulangerie. Sterling déglutit et posa la question qui l'avait hanté toute la nuit. Il demanda si c'était un de ses fils. Iris se tourna alors. Ses yeux étaient froids comme de la glace. Plus rien de la chaleur de la femme qui avait autrefois murmuré des rêves de famille dans le noir. Elle dit que c'était un de ses enfants et qu'il avait renoncé au droit d'être leur père il y a 24 mois. Sterling se sentit comme s'il avait été frappé, mais il ne recula pas. Il dit qu'elle ne lui avait pas dit qu'elle était enceinte. Iris laissa échapper un rire court et sans humour, amer et teinté de mépris. Elle demanda s'il croyait vraiment qu'elle n'avait pas essayé. Elle dit qu'elle l'avait appelé sans relâche, jour et nuit, pendant ces 2 premières semaines. Elle demanda s'il savait ce qu'elle entendait à chaque fois. Elle s'approcha, sa voix s'élevant. Elle dit « Le numéro que vous essayez de joindre a été bloqué. » Un rejet froid et automatisé qui tournait en boucle pendant qu'elle se tenait là, tenant son ventre de femme enceinte, ne sachant pas ce qu'elle était censée faire. Sterling resta immobile. Il n'y avait rien à défendre. Aucun mot ne pouvait effacer le poids de chaque appel sans réponse, qu'il avait systématiquement réduit au silence. Iris continua, sa voix tremblant d'une émotion contenue. Elle s'approcha, ses yeux brillants de 2 ans de douleur enfouie. Il voulait une rupture nette, Sterling. Et il l'a eue, cracha-t-elle, le nom sonnant comme une malédiction.
Il voulait que je parte et j'ai disparu. Mais tu n'as pas le droit de te tenir ici maintenant et de réclamer des droits de père. Chacun de ces appels à l'aide sans réponse était une supplique que tu as systématiquement réduite au silence. Tu as renoncé à ta place dans leur vie au moment où tu as choisi le silence plutôt que nous. La porte du fond s'ouvrit et une femme plus âgée sortit. Jolene Murphy, la propriétaire, 55 ans, avec des cheveux argentés soigneusement épinglés et des yeux vifs et observateurs. Elle sentit la tension immédiatement et se plaça à côté d'Iris dans une posture protectrice. Elle demanda s'il y avait un problème. Jolene toisa Sterling de haut en bas, avec le regard las d'une mère ours gardant ses petits. Iris prit une profonde inspiration et dit qu'il n'y avait pas de problème et que le client partait. C'était un renvoi, clair et final. Sterling comprit qu'il ne pouvait rien forcer. Pas ici, pas maintenant. Il hocha lentement la tête et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, il s'arrêta et tourna la tête juste assez pour qu'Iris l'entende. Il dit qu'il savait qu'il n'avait aucun droit. Il savait qu'il avait eu tort. Il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Quand il l'a laissé partir et a bloqué tout chemin de retour vers lui, il la regarda droit dans les yeux et dit qu'il reviendrait, et que cette fois il ne disparaîtrait pas. La cloche sonna de nouveau alors qu'il sortait. À l'intérieur de la boulangerie, Iris se tenait seule parmi les tables vides, sa main serrant le chiffon de nettoyage si fort que ses jointures devinrent blanches. Elle ne pleura pas. Elle avait oublié comment pleurer depuis longtemps. Depuis cette première nuit à l'hôpital, quand elle s'est réveillée après l'opération et a réalisé qu'elle était toujours en vie, seule avec 2 fils nouveau-nés qui avaient besoin d'elle, Jolene vint à ses côtés et posa une main sur son épaule, lui demandant si elle allait bien. Iris essaya de sourire, mais son sourire se tordit et vacilla. Elle dit qu'elle allait bien, mais ses yeux étaient rouges et sa voix instable. Dehors, Sterling était assis dans sa voiture sans démarrer. Il regardait à travers la vitre la petite boulangerie. Iris retournant à son travail comme si la rencontre n'avait jamais eu lieu. C'était l'endroit où elle avait reconstruit sa vie à partir des décombres qu'il avait laissés derrière lui. Sans son aide, sans son argent, sans sa protection, elle avait tout fait seule. Et cela remplissait Sterling à la fois d'admiration et de douleur. Il avait perdu le droit de se tenir à ses côtés depuis longtemps, mais il ne perdrait pas la chance de réparer les choses. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe combien de fois elle le repousserait, il reviendrait, comme il l'avait promis. Ce soir-là, Sterling était assis seul dans le bureau de son penthouse, la lampe de bureau projetant de longues ombres sur les photographies étalées sur la surface en chaîne. Griffin avait fourni plus d'images d'Iris et des jumeaux. Des photos prises de loin, mais assez claires pour que Sterling puisse voir chaque trait des visages des enfants. Il souleva une photographie et fixa Noah, le garçon aux yeux bleus identiques aux siens. Le nez droit, la ligne carrée et forte de la mâchoire déjà visible, malgré son jeune âge. Un reflet miniature de lui-même. Miles était différent. Son sourire éclatant et l'étincelle de malice dans ses yeux appartenaient entièrement à sa mère. Sterling n'entendit pas la porte s'ouvrir jusqu'à ce que la voix froide de Priscilla retentisse derrière lui, demandant qui ils étaient. Il se tourna. Priscilla se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux verts fixés sur les photographies éparpillées sur le bureau. Elle entra sans y être invitée, ses talons frappant le sol en marbre avec un rythme sec comme le tic-tac d'un compte à rebours. Sterling n'essaya pas de cacher quoi que ce soit. Il posa la photographie et dit d'un ton égal que c'était son ancienne amante. Priscilla prit une autre photographie et étudia attentivement les 2 enfants. Sa voix baissa de plusieurs degrés alors qu'elle posait des questions à leur sujet. Il répondit que c'était un de ses fils. Un lourd silence remplit la pièce. Sterling regarda Priscilla maîtriser son expression, la surprise se transformant en colère, puis se lissant pour retrouver le calme composé qu'elle portait si bien. Elle reposa la photographie et demanda ce qu'il avait l'intention de faire, s'il prévoyait d'annuler les fiançailles, lui rappelant que son père n'accepterait pas une telle décision. Sterling répondit qu'il n'avait rien décidé, mais qu'il n'ignorerait pas ses enfants. Priscilla resta silencieuse un long moment, puis quelque chose d'inattendu se produisit. Elle sourit, d'une douceur si polie que Sterling plissa les yeux de suspicion. Elle s'approcha et s'assit gracieusement dans le fauteuil en face de lui, fluide comme un chat. Elle dit qu'il avait raison. C'étaient un de ses enfants. Elle n'avait pas le droit de l'empêcher de les reconnaître. Sterling fut déconcerté par ce changement soudain.
Priscilla continua d'un ton inhabituellement doux. Elle dit qu'elle avait seulement besoin de connaître sa place dans cette affaire. Il pouvait reconnaître les enfants et subvenir à leurs besoins financièrement. Il pouvait toujours procéder au mariage comme prévu. Beaucoup d'hommes dans leur monde avaient des enfants de relations précédentes. Ce n'était guère inhabituel. Sterling la regarda, peu convaincue par une acceptation si facile. Comme si elle lisait dans ses pensées, Priscilla eut un petit rire et dit qu'elle était pragmatique. Cette alliance importait aux deux familles. Elle ne permettrait pas que quelque chose de personnel perturbe quelque chose de bien plus grand. Elle se leva et lissa sa robe. Elle dit qu'elle partait et qu'il devait y réfléchir. Ils se reparleraient bientôt. Priscilla quitta le penthouse avec la même élégance avec laquelle elle était entrée. Mais au moment où les portes de l'ascenseur se fermèrent et qu'elle se retrouva seule dans l'espace métallique froid, le sourire disparut. Son visage se durcit comme de la pierre. Ses yeux verts brillèrent de calcul. Elle sortit son téléphone et composa un numéro familier. Elle s'adressa à Chester d'une voix aussi froide que la glace et lui ordonna de tout découvrir sur Iris Brennan. Faiblesse, travail, parents, tout. Elle voulait savoir comment la briser. Au cours des 2 semaines suivantes, Iris n'eut aucune idée que sa vie était manipulée par une main invisible. Cela commença par un homme en costume gris apparaissant à la boulangerie Sweet Haven, se présentant comme un inspecteur de la sécurité alimentaire. Il parcourut la boutique en prenant des notes avec une expression mécontente et finit par produire une longue liste de violations nécessitant une correction immédiate si la boulangerie souhaitait éviter la fermeture. Le visage de Jolene perdit ses couleurs en lisant la liste, des exigences absurdes qu'elle savait que sa boutique ne violait pas. Avant qu'elle ne puisse protester, son téléphone sonna. Une voix basse et inconnue ne prononça qu'une seule phrase, lui disant de renvoyer Iris Brennan ou la boulangerie ferait face à de sérieux problèmes. Puis l'appel se termina. Jolene n'en parla pas à Icarus. Elle serra simplement la jeune femme dans ses bras et dit que tout irait bien. Mais Iris avait ses propres problèmes. Le premier message arriva à minuit, alors qu'elle venait de recoucher Miles après un cauchemar. Un numéro inconnu, un message bref et glaçant lui disant de rester loin de Sterling Ashford, où les enfants seraient en danger. Iris fixa l'écran avec des mains tremblantes. Elle le supprima, mais elle ne put effacer la peur logée dans sa poitrine. Cette nuit-là, elle vérifia les serrures 3 fois avant d'aller se coucher, et elle dormit à peine. Le deuxième message arriva le lendemain, puis le troisième, chacun plus explicite dans sa menace. Pourtant, elle n'en parla à personne. Elle ne voulait pas demander de l'aide à Sterling. Elle ne voulait pas lui donner une raison d'entrer dans la vie qu'elle s'était battue pour reconstruire seule. Et puis Priscilla apparut. Elle rencontra par hasard Iris au supermarché près de son appartement, où Iris achetait du lait maternisé pour les garçons. Une belle femme aux cheveux blonds platine et aux yeux verts perçants s'approcha avec un sourire aussi doux que du sucre artificiel. Elle demanda si Iris était bien Iris, puis se présenta comme Priscilla, la fiancée de Sterling. Iris resta figée, ses doigts se resserrant sur la boîte de lait maternisé. Priscilla continua sur un ton de fausse amitié. Elle dit qu'elle était au courant pour Iris et les enfants. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait aucun problème avec eux. Sterling pouvait fournir un soutien financier à ses fils. C'était sa responsabilité. Mais Iris ne devait s'attendre à rien de plus. Elle pencha la tête, le sourire ne vacillant jamais, et lui rappela que Sterling l'épouserait dans 3 mois comme prévu. Elle demanda si Iris comprenait. Iris ne dit rien. Elle resta simplement là, regardant Priscilla se retourner et s'éloigner. Le claquement de ses talons sur le sol du supermarché résonnant comme un rire moqueur. Cette nuit-là, Iris retourna dans son petit appartement, ferma soigneusement la porte à clé et rassembla Noah et Miles dans ses bras dans l'obscurité. Elle s'assit sur le lit, tenant ses fils comme s'ils étaient sa seule bouée de sauvetage dans une mer noire, et pour la première fois depuis son accouchement, elle pleura, pas pour Sterling, pas pour les messages menaçants, pas pour les difficultés de sa vie, mais parce que dans un moment de faiblesse à la boulangerie ce matin-là, quand Sterling avait dit qu'il reviendrait, elle avait commencé à le croire. Elle avait commencé à espérer que peut-être les choses pourraient être différentes. Maintenant, elle comprenait. À leurs yeux, elle n'était qu'un problème à gérer. Un petit obstacle sur le chemin d'une puissante alliance entre les riches. Des larmes tombèrent dans les cheveux doux de Noah
alors qu'elle murmurait qu'elle était désolée. Désolée d'avoir amené ses enfants dans ce monde. 3 jours après la rencontre avec Priscilla au supermarché, Sterling retourna à la boulangerie Sweet Haven comme il l'avait promis. Cette fois, il portait un bouquet, des tournesols jaunes vifs dont il se souvenait qu'Iris avait dit un jour qu'elle les aimait, un geste maladroit qui ne ressemblait en rien au style d'un chef de la mafia. Il poussa la porte, la cloche sonnant comme avant, et chercha sa silhouette familière parmi les tables en bois. Iris se tenait derrière le comptoir, arrangeant des pâtisseries dans la vitrine. Elle leva les yeux au son de la cloche et Sterling vit immédiatement que quelque chose avait changé. Ce n'était pas la colère comme lors de leur dernière rencontre, pas le défi froid dans ses yeux. Cette fois, c'était de la distance, un mur invisible érigé entre eux qu'ils pouvaient sentir même à plusieurs mètres de distance. Elle le regarda une seconde, puis détourna rapidement le regard, comme si elle ne voulait pas que leurs yeux se croisent trop longtemps. Il s'approcha du comptoir et posa les tournesols, lui disant qu'il avait apporté des fleurs et lui rappelant qu'elle avait dit un jour qu'elle aimait les tournesols. Iris ne les regarda pas. Elle continua d'arranger les pâtisseries, ses mains tremblant légèrement, sa voix stable et dépourvue de sentiments, alors qu'elle disait qu'il devait garder ses distances. Sterling se figea. Ce n'était pas la réaction à laquelle il s'attendait. Il pouvait faire face à la colère, mais cette indifférence le déstabilisait. Il demanda ce qui s'était passé. Il dit qu'il comprenait sa colère d'avant, qu'elle y avait tout à fait droit. Mais aujourd'hui, elle était différente. Elle le coupa et dit que rien ne s'était passé. Elle l'avait simplement reconsidéré. Il commença à lui rappeler qu'elle avait dit qu'il pouvait revenir. Elle l'interrompit à nouveau et dit qu'elle avait eu tort. Cette fois, elle leva le regard et ses yeux ambrés ne contenaient plus de feu. Il n'y avait que de l'épuisement et quelque chose de profondément enfoui qui ressemblait à de la peur. Elle lui dit qu'un soutien financier par le biais d'avocats serait suffisant et qu'ils n'avaient pas besoin de se voir. Sterling s'approcha, essayant de capter son regard. Il demanda pourquoi, au moins de lui donner une raison. Il pensait qu'ils avaient dépassé cela. Iris tourna son visage vers la fenêtre, l'évitant. Sa voix trembla légèrement alors qu'elle disait qu'elle comprenait maintenant sa place. Sa place. L'expression résonna dans l'esprit de Sterling comme une alarme. Ce n'était pas le langage d'Iris, ce n'était pas sa façon de parler. C'était la femme qui lui avait dit sans détour qu'il n'avait pas le droit d'être un père, qui avait compté chaque appel bloqué et lui avait jeté le nombre au visage. Elle n'était pas quelqu'un qui parlait de sa place avec une résignation tranquille. Il regarda de plus près et vit ce qu'il avait manqué. Les cernes sous ses yeux étaient plus profonds. Ses épaules étaient tendues, comme si elle se préparait à un coup. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la fenêtre, comme si elle s'attendait à un danger. Elle n'était pas en colère. Elle avait peur. Quelqu'un lui avait fait peur. Sterling ne dit plus rien. Il hocha lentement la tête, ramassa le bouquet et sortit de la boulangerie. Mais au lieu de partir, il s'assit dans la Rolls-Royce garée un peu plus loin et sortit son téléphone pour appeler Griffin. Sa voix se durcit alors qu'il lui disait qu'il avait besoin de vérifier quelque chose. Il voulait savoir si quelqu'un avait approché Iris la semaine passée. Chaque rencontre, chaque appel, chaque visage inconnu près d'elle, tout ce qui était inhabituel. Griffin répondit qu'il lui faudrait quelques heures. Sterling lui en donna 3. 3 heures plus tard, Griffin se tenait dans le penthouse avec un ordinateur portable et une expression grave. Il ouvrit des fichiers que Sterling ne voulait pas entendre, mais devait entendre. Des images de sécurité du supermarché, près de son appartement, montraient que 2 jours plus tôt, Priscilla Whitmore avait approché Iris. Elles avaient parlé pendant environ 20 minutes. Griffin passa à l'image suivante. Des messages menaçants provenaient d'un numéro de téléphone jetable dont l'enregistrement remontait à un certain Chester Vance. Sterling répéta le nom d'un ton bas et dangereux. Chester Vance était l'un des hommes de Priscilla. Griffin le confirma. Il y avait plus. L'inspecteur sanitaire qui avait visité la boulangerie la semaine précédente n'existait dans aucun registre du service de santé de la ville. Aucun inspecteur n'avait été affecté à Sweet Haven le mois dernier. L'homme était un imposteur. Sterling resta immobile, absorbant chaque information. Priscilla a rencontré Iris. Chester a envoyé des menaces. Un faux inspecteur a tenté d'intimider la boulangerie. Les pièces s'assemblaient en une image si claire qu'elle en était cruelle. Sa fiancée tentait d'écraser la femme qui élevait ses enfants. Le silence qui suivit s'étira.
Il n'y eut pas de cris, pas d'explosion de rage, pas de verre brisé, seulement une immobilité froide que Griffin savait bien plus effrayante que la fureur. C'était le silence avant la tempête, le silence d'un cahier planifiant son prochain coup. Enfin, Sterling parla, chaque mot tombant comme une pierre. Il dit que Priscilla avait menacé sa famille. Griffin attendit, sachant que l'ordre allait venir. Sterling lui dit de l'amener au penthouse immédiatement. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda Chicago sombrer dans le crépuscule alors que le soir s'installait sur la ville. Les lumières scintillaient à travers l'horizon comme des millions d'yeux observateurs. Sa voix se transforma en glace alors qu'il ajoutait qu'elle voulait jouer à ce jeu et que c'était très bien, mais qu'elle avait oublié qui il était. Le penthouse était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la lueur de Chicago qui se déversait à travers les vastes baies vitrées. De pâles traînées de lumière s'étirèrent sur le sol en marbre, comme des ombres agitées. Sterling se tenait dos à la porte, regardant l'horizon scintillant où des millions de personnes vivaient leur vie ordinaire, ignorant qu'au-dessus d'eux, une guerre était sur le point de commencer. Le son de l'ascenseur qui s'ouvrait rompit le silence, suivi par le claquement mesuré de talons hauts sur la pierre. Priscilla entra avec l'assurance de quelqu'un habitué à être convoqué à toute heure. Sa robe de cocktail noir était parfaitement ajustée, comme si elle venait de quitter une réunion élégante. Elle fit remarquer qu'il l'avait appelée au milieu de la nuit et demanda ce qui pouvait bien être si important. Sterling ne se retourna pas. Sa voix était égale et froide, alors qu'il demandait ce qu'elle avait fait à Iris Brennan. Un bref silence passa avant que Priscilla ne réponde d'un ton assez doux pour avoir un goût artificiel. Elle affirma qu'elle avait simplement parlé avec Iris, de femme à femme, pour clarifier les choses, et demanda ce qui pouvait bien y avoir de mal à cela. Sterling lui fit enfin face. Il se dirigea vers le bureau où l'ordinateur portable de Griffin affichait toujours les preuves soigneusement arrangées. Il souleva une pile de papier et la laissa tomber sur le bureau avec un claquement sec. Il énuméra les messages menaçants envoyés depuis un téléphone jetable enregistré au nom de Chester Vance, son homme. Il mentionna le faux inspecteur sanitaire qui n'avait aucun dossier à la ville. Il parla de l'appel au propriétaire de la boulangerie exigeant le renvoi d'Iris. Puis il la regarda droit dans les yeux et demanda si elle souhaitait s'expliquer. Le visage de Priscilla pâlit une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne le contrôle. Ses yeux verts se plissèrent alors qu'elle rétorquait en demandant s'il l'espionnait. Sterling répondit sans hésitation qu'il protégeait sa famille. Priscilla rit, un son aigu comme du verre qui se brise. Elle répéta le mot famille avec un mépris ouvert et demanda s'il appelait vraiment une comptable de petite ville et 2 enfants venus de nulle part sa famille. Elle s'approcha, le masque doux disparut, révélant la colère et le mépris en dessous. Elle exigea de savoir pour qui il se prenait, s'il croyait pouvoir rompre les fiançailles sans conséquence. Elle lui rappela que son père avait planifié cette alliance pendant 5 ans. 5 ans qu'elle avait attendu. 5 ans qu'elle avait joué la fiancée parfaite. Et maintenant, il allait tout jeter pour cette femme. Sterling combla la distance entre eux jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques pas, sa voix s'abaissant, dangereuse comme le grognement d'un prédateur avant qu'il ne frappe. Il lui dit d'écouter attentivement. Si elle ou quelqu'un d'autre touchait à Iris ou à ses enfants, il oublierait de qui elle était la fille. N'importe quelle autre femme aurait tremblé devant ce regard glacial, devant la menace portée par la voix du chef de la mafia, le plus puissant de Chicago. Mais Priscilla n'était pas n'importe quelle femme. Elle avait été élevée dans ce monde. Née dans ses ombres et endurcie par ses complots, elle sourit faiblement sans crainte et demanda s'il la menaçait, lui rappelant qui était son père. Elle pencha la tête avec un défi ouvert et parla de Reginald Whitmore, qui contrôlait toute la côte Est et maintenait des alliances que même Sterling traitait avec prudence. S'il souhaitait mettre fin aux fiançailles, dit-elle, soit, mais il devait comprendre qu'il venait de déclarer la guerre à la famille Whitmore. Sterling ne bougea pas face à la menace. Si c'est nécessaire, répondit-il. Priscilla se tourna vers l'ascenseur, mais s'arrêta sur le seuil. Elle jeta un regard en arrière, son sourire assez froid pour glacer l'air, et lui dit qu'il le regretterait. La fille et les 2 enfants ne seraient pas en sécurité. Elle ajouta que ce n'était pas une menace, seulement la vérité. Les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière elle. À l'intérieur de la cabine en métal poli, Priscilla sortit son téléphone et appela son père.
Sa voix était calme et professionnelle alors qu'elle l'informait que Sterling Ashford avait refusé les fiançailles, choisissant cette femme et ses 2 enfants plutôt qu'une alliance avec eux. Elle fit une pause pour écouter la colère à l'autre bout du fil, puis continua. Elle avait trouvé sa faiblesse, les 2 enfants et leur mère. Il ferait n'importe quoi pour les protéger. Un sourire cruel se forma sur ses lèvres alors qu'elle concluait que c'était exactement ce qu'il pouvait utiliser. De retour dans le penthouse, Sterling se tenait seul dans le noir, regardant la ville qu'il avait passé sa vie à conquérir. Il savait que la tempête arrivait. Reginald Whitmore n'était pas un ennemi facile. Il avait de l'argent, du pouvoir et de profondes ramifications dans le monde souterrain. Cette guerre ne serait pas simple, mais cette fois, c'était différent de toutes les batailles précédentes. Cette fois, il ne protégeait pas simplement un empire, ne défendait pas un territoire ou une influence. Cette fois, il protégeait de sa famille ceux dont il ne savait pas qu'il avait besoin jusqu'à ce qu'il manque de les perdre pour toujours. Sterling sortit son téléphone et appela Griffin. Il ordonna une sécurité renforcée pour Iris et les garçons, 24 heures sur 24. Personne n'était autorisé à s'approcher d'eux sans sa permission. Il fit une pause, regardant les lumières de Chicago scintiller dans la nuit, puis dit à Griffin de se préparer à la guerre. Le lendemain matin, Sterling se tenait devant la porte du petit appartement d'Iris à Pilsen, seul, sans garde du corps, sans voiture de luxe. Il avait pris un taxi, essayant d'avoir l'air aussi ordinaire que possible, même si son cœur battait comme un tambour de guerre à l'intérieur de sa poitrine. Il frappa et attendit, ne sachant pas si elle ouvrirait la porte après tout ce qui s'était passé. Des pas feutrés retentirent à l'intérieur, puis la porte s'ouvrit de quelques centimètres. Iris se tenait là, la surprise et la prudence dans les yeux, ses cheveux encore légèrement humides d'une douche, portant un vieux T-shirt et un simple jean. Derrière elle, dans le petit salon, Noah et Miles étaient assis sur un tapis, jouant avec des blocs de bois de couleur vive. « Je dois te parler, » dit Sterling avant qu'elle ne puisse le renvoyer. La vérité, toute la vérité. Plus de cachotterie. Iris l'étudia un long moment, pesant son choix. Puis elle soupira, s'écarta et le laissa entrer. L'appartement était plus petit que Sterling ne l'avait imaginé, mais propre et chaleureux, avec de simples cadres aux murs et des rideaux jaunes pâles adoucissant la lumière. Les meubles étaient usés mais bien rangés, et partout il y avait des signes de 2 jeunes enfants, d'une poussette pliée dans un coin à des jouets éparpillés sur le sol. Sterling s'assit sur un vieux canapé en face d'Iris. Il ne la regarda pas au début, mais fixa ses propres mains, des mains qui avaient fait beaucoup de choses dont il n'était pas fier. « Ce que tu penses savoir de moi, » commença-t-il à voix basse. « Homme d'affaires prospère, directeur général d'une compagnie d'énergie. Ce n'est que la surface. L'entreprise est une façade. » Iris s'assit en face de lui, silencieuse, attendant, sans l'interrompre. Sterling prit une profonde inspiration et continua. « Je dirige le monde souterrain de Chicago. Les hommes qui m'appellent un patron ne sont pas des employés d'entreprise. Ce sont... » Il fit une pause, cherchant un mot qui n'empoisonnerait pas davantage l'air. « Tu comprends ?» Il leva enfin son regard, prêt à voir la peur ou le dégoût dans ses yeux. Mais Iris ne semblait pas choquée. Elle hocha lentement la tête, son expression étrangement calme. « Je m'en doute depuis longtemps, » dit-elle d'un ton égal. « Personne n'a autant de garde du corps juste pour les affaires. Personne ne tient de réunion à 2 heures du matin. Personne n'a ce regard dans les yeux quand il parle de concurrents. » Sterling la regarda avec surprise. Elle continua. « Je ne suis pas stupide, Sterling. J'ai choisi de ne pas demander parce qu'à l'époque, sa voix s'adoucit. Je pensais que je t'aimais. » Les mots le frappèrent comme une lame se tordant dans sa poitrine. Elle avait su, ou du moins soupçonné, et elle était restée. Elle l'avait aimé en sachant qu'il n'était pas un homme bon, et il l'avait repoussé. « Priscilla, » continua Sterling, se sortant de la douleur qui montait en lui. « Ma fiancée, c'est elle qui t'a menacé. Les messages, les faux inspecteurs, tout a été arrangé par elle. »« Je sais, » répondit Iris sans surprise. « Elle s'est présentée à moi au supermarché. » La mâchoire de Sterling se serra. Elle n'arrêtera pas. Son père, Reginald Whitmore, est bien plus dangereux. Il contrôle toute la côte Est et a des liens avec les familles les plus puissantes de ce monde. J'ai mis fin aux fiançailles hier soir. Il soutint son regard. Il considère cela comme une déclaration de guerre.
Iris resta silencieuse un moment, puis se tourna pour regarder Noah et Miles jouer sur le tapis, inconscient de la conversation d'adultes qui se déroulait. Noah essayait d'empiler les blocs en une tour tandis que Miles continuait de les faire tomber, riant de plaisir. « Les garçons sont-ils en danger ?» demanda-t-elle doucement, sa voix tremblante. « Je ne laisserai pas cela arriver », répondit fermement Sterling. « Mais tu dois connaître la vérité pour pouvoir décider. » « Décider quoi? »« Je veux vous protéger, toi et les garçons, dit-il. Mais je ne m'imposerai pas dans ta vie. Si tu veux que je disparaisse, que je garde une distance totale, je respecterai cela. Permets-moi juste d'organiser une protection à distance. Tu ne les verras pas, mais ils seront là pour assurer la sécurité des enfants. » Iris le regarda longuement, ses yeux ambrés scrutant ses yeux bleus glaciers, comme si elle cherchait quelque chose de réel sous la surface. Puis elle parla lentement et clairement. « Tu as dit que tu reviendrais. Tu as dit que tu le prouverais par des actes, pas par des mots. » Sterling hocha la tête. « Alors prouve-le, dit-elle avec une résolution tranquille. Pas avec de l'argent, pas avec des gardes du corps, pas avec du pouvoir ou des choses que tu peux acheter. Prouve-le en étant présent chaque jour comme un père ordinaire. » Elle jeta un coup d'œil au garçon. Noah ne sait pas ce qu'est un père. Miles ne sait pas ce que c'est que d'être tenu par son père. Si tu veux être leur père, commence par les plus petites des choses, pas par de grandes promesses. Sterling tourna les yeux vers ses fils, les voyant vraiment de près pour la première fois. Noah leva les yeux, sentant peut-être le poids de ce regard. Les yeux bleus de l'enfant rencontrèrent les yeux bleus de l'homme inconnu. Et dans ce bref instant, quelque chose changea profondément dans la poitrine de Sterling. C'était son fils, son sang, et il avait manqué les 13 premiers mois de leur vie. « Je ne vous décevrai pas, » murmura-t-il, ne sachant s'il parlait à Iris ou à lui-même. « Ni toi, ni eux. » Ce week-end-là, Sterling était assis sur un banc de parc usé dans un petit parc de Pilsen, arrivé 30 minutes avant l'heure convenue. Il n'avait pas conduit la Rolls-Royce Phantom. Il avait pris un taxi. Il ne portait pas de costume sur mesure ni de chemise chère, seulement une simple chemise et un jean comme n'importe quel autre père amenant ses enfants au parc un jour de congé. Il voulait avoir l'air ordinaire. Il voulait, pour quelques heures au moins, appartenir à ce monde calme et banal. Griffin se tenait à distance près de l'entrée du parc, assez près pour intervenir si nécessaire, assez loin pour ne pas attirer l'attention. C'était un compromis entre l'instinct protecteur d'un chef de la pègre et l'espoir fragile d'un homme rencontrant ses enfants pour la première fois. Il avait envoyé son service de sécurité faire le tour du pâté de maison, ayant besoin de prouver à Iris qu'il pouvait être juste un homme, même si son monde observait depuis l'ombre. Sterling vérifia sa montre pour la 10e fois, son pied tapant nerveusement contre la terre. Il avait affronté les gangsters les plus notoires sans un frémissement. Il avait pris des décisions de vie ou de mort avec des mains fermes. Pourtant, maintenant, il se sentait comme un adolescent nerveux attendant un premier rendez-vous. Puis il les vit. Iris poussait la poussette double dans le parc, ses cheveux bruns flottant doucement dans la brise, la prudence toujours inscrite sur son visage. À l'intérieur, Noah et Miles étaient assis côte à côte, les yeux ronds et grands de curiosité alors qu'ils découvraient le monde. Sterling se leva, son cœur s'accélérant. Iris s'arrêta à quelques pas, comme pour marquer une frontière invisible. Elle baissa les yeux sur les garçons et parla doucement, leur disant que c'était Sterling et qu'il était un ami de leur mère. Un ami de leur mère. Sterling comprit qu'elle n'était pas prête à l'appeler père devant eux, et il l'accepta. Il devait accepter tout ce qu'elle permettait. Il s'agenouilla lentement, se mettant au niveau de la poussette pour voir vraiment ses fils de près pour la première fois. Miles, le plus extraverti, éclata immédiatement d'un large sourire à la vue d'un nouveau visage, tendant la main vers lui comme s'il était impatient de toucher cet étranger. Noah était différent. Le garçon étudiait Sterling avec des yeux bleus identiques aux siens. Pas de sourire, pas de peur, seulement un sérieux qui semblait presque trop délibéré pour un enfant de 13 mois. Sterling ne s'était jamais senti aussi attentivement évalué, ni par des rivaux autour d'une table de conseil, ni par des ennemis dans des ruelles sombres, mais par un enfant qui ne pouvait pas encore parler, essayant de décider qui était cet homme. Iris expliqua doucement que Noah était prudent avec les étrangers et lui demanda de ne pas forcer les choses. Sterling hocha la tête et tendit lentement la main,
Non pas vers Noah, mais vers Miles. Le petit garçon attrapa immédiatement son doigt et rit comme s'il avait découvert un nouveau jouet. L'après-midi passa lentement et maladroitement. Sterling poussait la poussette le long du chemin, tandis qu'Iris marchait à ses côtés à une distance mesurée. Miles babillait sans fin, pointant du doigt tout, des oiseaux dans les arbres au ballon coloré d'un autre enfant, comme s'il présentait le monde entier à cet homme nouvellement arrivé. Noah restait silencieux, ses yeux suivant chaque mouvement de Sterling. Sterling fit de son mieux. Il leur donna des collations et renversa des miettes partout parce qu'il ne savait pas comment incliner correctement le récipient. Il joua à cache-cache et Miles éclata de rire ravi, tandis que Noah continuait de le regarder avec un léger scepticisme. Il tenta de leur lire un petit livre sur les animaux, mais sa voix semblait rigide, plus adaptée à un rapport financier qu'au rugissement d'un lion ou à la trompe d'un éléphant. Iris observait en silence, et Sterling remarqua la légère courbe au coin de sa bouche. Peut-être trouvait-elle presque amusant de voir un puissant chef de la mafia se débattre avec une boîte de craquelin et un livre d'images. En fin d'après-midi, lorsque le soleil bascula vers l'ouest et que l'air se rafraîchit, ils s'installèrent sur un banc avant de partir. Sterling se sentait plus épuisé qu'après n'importe quelle réunion tendue. Mais non, oh, mais je vais m'exciter, non. Pourtant, il ne voulait pas que ce moment se termine. Il ne voulait pas s'éloigner d'eux. Puis, c'est arrivé. D'une manière ou d'une autre, Noah sortit de la poussette et se dirigea lentement vers Sterling à quatre pattes. Iris se déplaça instinctivement pour intervenir, mais s'arrêta, observant avec curiosité. Noah s'arrêta juste devant Sterling et leva les yeux vers l'homme assis sur le banc. Des yeux bleus rencontrèrent des yeux bleus, sérieux et scrutateurs. Puis l'enfant leva la main, de minuscules doigts effleurant la joue de Sterling, comme pour confirmer qu'il était réel. « Pas », dit Noah d'une voix claire et vive. Sterling se figea. Iris eut un léger hoquet, expliquant que Noah n'avait jamais dit ça à un étranger, qu'il ne l'avait même pas dit à Jolene, que c'était le premier mot qu'il adressait à quelqu'un d'autre qu'elle. Quelque chose se serra douloureusement dans la poitrine de Sterling. Une chaleur brûla derrière ses yeux, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Le fils dont il ne connaissait pas l'existence, le fils qui avait vécu 13 mois sans père, venait de lui donner le nom le plus sacré. Instinctivement, Sterling se pencha et souleva Noah dans ses bras. Maladroit et incertain, car il n'avait jamais tenu d'enfant auparavant. Il craignait de le serrer trop fort et de lui faire mal. Craignait de le tenir trop lâchement et de le laisser tomber. Noah ne résista pas. Le garçon posa sa tête contre l'épaule de Sterling, comme si cet endroit lui avait toujours appartenu. Miles, pour ne pas être en reste, leva les bras et fit des bruits impatients, réclamant la même chose. Sterling regarda Iris pour obtenir des conseils, et elle hocha la tête. Il prit Miles dans son autre bras et s'assit là, sur le banc du parc, avec un enfant de chaque côté, complètement incertain de ce qu'il fallait faire ensuite. Iris les regarda, et pour la première fois depuis qu'elle avait revu Sterling, elle remarqua quelque chose de différent dans ses yeux. Pas le calcul froid d'un chef de la pègre, pas le sang-froid d'un homme puissant, mais la peur de mal faire, la peur de les perdre, la peur de ne pas être assez pour les deux petites vies reposant dans ses bras. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez Sterling Ashford. Et c'est cette chose même qui la fit commencer à croire que peut-être, juste peut-être, il voulait vraiment changer. Les 3 semaines suivantes changèrent tout. Sterling Ashford, le chef de la mafia le plus puissant de Chicago, l'homme qui commandait le respect dans tout le monde souterrain, commença à apprendre à être père à partir de rien. La première semaine, il arrivait à l'appartement d'Iris tous les matins avant qu'elle ne parte au travail. Vêtu d'une simple chemise et d'un jean au lieu d'un costume 3 pièces, prête pour toute tâche qui lui était confiée. Les premières tentatives de Sterling en matière de paternité furent un désastre. Les couches finissaient de travers, les languettes adhésives refusaient de coller, et il oubliait constamment les bases. Il fallut une semaine entière de patience et beaucoup de moqueries de la part de Miles avant qu'il ne réussisse enfin à attacher une couche correctement. Il appela immédiatement Griffin, sa voix portant la fierté d'un homme qui venait de terminer une opération majeure. Griffin fit une pause avant de répondre de son ton égal habituel, offrant « Félicitations, patron ».
bien que Sterling puisse entendre l'amusement contenu en dessous. La deuxième semaine, il apprit à préparer le lait maternisé. Il se trompa dans les proportions 3 fois de suite. Une fois trop dilué, une fois trop épais, une fois avec de l'eau trop chaude. Noah rejeta le biberon et pleura comme s'il était torturé, laissant Sterling momentanément impuissant. Mais il n'abandonna pas. Il essaya encore et encore et encore. La cinquième nuit, lorsque Noah termina enfin un biberon préparé de ses mains et s'endormit dans ses bras, Sterling regarda son fils comme s'il avait conquis le monde. La troisième semaine apporta l'épreuve la plus difficile. À 3 heures du matin, le téléphone d'Iris sonna. La voix de Sterling retentit, lui disant que Miles avait de la fièvre et qu'elle devait continuer à dormir car il s'en occupait. Elle ne se rendormit pas. Elle resta au lit, écoutant ses pas aller et venir dans l'appartement. Le bruit de l'eau qui coule, le faible murmure de ses assurances maladroites à un enfant agité. Elle se glissa silencieusement dans le salon et le vit assis sur le canapé avec Miles dans ses bras, un linge humide posé sur le front du garçon. Sterling l'essuyait chaque fois que la température montait, la vérifiait toutes les heures et ne ferma pas les yeux une seule fois. Au matin, la fièvre tomba. Iris trouva Sterling endormi dans le fauteuil, Miles reposant paisiblement contre sa poitrine, une petite main fermement enroulée autour du doigt de son père. Elle resta là un long moment à les regarder, et quelque chose en elle commença à s'adoucir. Pendant ces semaines, Iris découvrit de nombreuses choses sur Sterling qu'elle n'aurait jamais attendues. Il refusa une réunion importante avec des partenaires commerciaux parce qu'il avait promis d'emmener les garçons au parc. Il mémorisa la berceuse qu'elle avait l'habitude de chanter, fausse et incertaine. Pourtant, Noah et Miles l'aimaient quand même. Il se souvint que Miles préférait l'ours en peluche bleue et que Noah préférait les livres avec des images de voitures. Il cessa de porter des costumes chers lorsqu'il rendait visite, choisissant des vêtements qui pouvaient être facilement lavés, car il savait qu'ils seraient couverts de lait, de bave et de miettes. Un soir, après que les garçons se soient endormis, Iris et Sterling s'assirent ensemble dans le petit salon. La lumière était tamisée, l'appartement silencieux, à l'exception de la respiration régulière de Noah et Miles venant de la chambre. Iris le regarda et dit qu'il était différent de l'homme qu'elle croyait connaître. Sterling ne croisa pas son regard, mais étudia ses mains. Des mains qui avaient récemment appris à tenir un enfant, à changer une couche, à mélanger du lait maternisé. Il dit qu'il était toujours le même homme. Seulement maintenant, il y avait une partie supplémentaire. Elle demanda quelle partie. Il resta silencieux un moment avant de répondre que c'était la partie qui voulait être digne d'eux, digne d'elle. Le silence qui suivit n'était pas lourd, mais compréhensif. Iris dit doucement qu'elle commençait à croire qu'il avait changé. Sterling secoua lentement la tête. Il dit qu'il n'avait pas changé. Il était enfin devenu l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. S'il n'avait pas eu si peur 24 mois plus tôt, s'il ne l'avait pas repoussé. Iris le regarda longuement, ses yeux ambrés reflétant la faible lumière. Puis elle fit quelque chose qui lui coupa le souffle. Elle tendit la main la première et posa sa petite main sur la sienne. Elle ne parla pas. Elle le toucha simplement. C'était la première fois qu'elle le touchait depuis leur retrouvaille. Sterling ne bougea pas, osant à peine respirer, craignant que tout mouvement ne brise ce moment fragile. Dehors, par la fenêtre, Chicago restait illuminé et agité comme toujours. Mais à l'intérieur du petit appartement de Pilsen, au milieu de l'odeur de lait maternisé et de la douce respiration de 2 enfants endormis, quelque chose avait commencé à se réparer. Les vieilles blessures n'étaient pas complètement guéries. Pourtant, au moins, elles avaient cessé de saigner. 2 semaines après la nuit où Iris avait pris la main de Sterling, l'obscurité qu'ils avaient tenté de fuir arriva enfin. Sterling était assis dans la salle de conférence de son penthouse, en face de Pierce et de plusieurs associés de confiance. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Reginald Whitmore avait commencé à bouger. Un entrepôt au port avait été incendié. 2 partenaires de longue date avaient brusquement rompu les liens. Des rumeurs couraient que Whitmore contactait d'autres familles pour tenter d'isoler complètement Sterling. La guerre avait commencé avant que Sterling n'ait fini de s'y préparer. Pendant ce temps, dans le petit appartement de Pilsen, Iris venait de coucher Noah et Miles dans leur berceau après leur avoir chanté une berceuse. L'horloge indiquait 9 heures du soir. La nuit semblait calme, ordinaire.
Griffin montait la garde devant l'immeuble comme d'habitude, sa voiture garée au coin avec une vue dégagée sur l'entrée principale et la porte arrière. Il remarqua le véhicule inconnu au moment où il s'engagea dans la ruelle. Un VUS noir sans plaque d'immatriculation, tournant au ralenti depuis trop longtemps, personne n'en sortant. Il leva son téléphone prêt à appeler Sterling lorsque trois hommes sortirent du véhicule et se dirigèrent directement vers l'immeuble d'Iris. Il appuya sur appeler tout en courant de sa voiture vers l'entrée, disant à son patron que trois hommes approchaient de l'appartement et qu'il y entrait. À l'intérieur, Iris ramassait des jouets quand elle entendit des pas dans le couloir, pas le bruit de pas désinvoltes de voisins rentrant tard. Plusieurs séries de pas. Rapides, intentionnels. L'instinct d'une mère célibataire vivant dans un quartier dangereux lui dit que quelque chose n'allait pas du tout. Elle ne réfléchit pas. Elle agit. Elle courut dans la chambre, souleva Noah et Miles, même s'ils dormaient profondément, se précipita dans la salle de bain, verrouilla la porte et se laissa glisser contre le mur du fond avec les deux enfants serrés contre sa poitrine. La porte d'entrée s'ouvrit en grand avec un craquement semblable à un coup de tonnerre fendant la nuit. Le bois se fendit, les charnières s'arrachèrent. Des pas lourds fouillèrent l'appartement. Des objets furent renversés, des portes de placard ouvertes à la volée. Des voix masculines basses se donnaient des ordres. Noah se réveilla, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, sa bouche s'ouvrant pour pleurer. Iris posa doucement sa main sur ses lèvres et murmura aussi calmement qu'elle le pouvait de se taire pour elle. Noah la regarda comme s'il comprenait la gravité dans ses yeux et se tut. Miles continuait de dormir, inconscient du chaos au-delà de sa couverture. Les pas se rapprochèrent de la salle de bain. Iris serra ses fils plus fort, son cœur battant si violemment qu'elle crut qu'il allait se libérer de sa poitrine. Elle priait pour n'importe quoi, n'importe qui, tant que ses enfants seraient en sécurité. Puis les bruits à l'extérieur de la salle de bain éclatèrent, des coups de poing, des corps projetés contre les murs. Un grognement étouffé, rapide, efficace, pas prolongé. Puis le silence. Un silence plus terrifiant que le bruit d'avant. On frappa à la porte de la salle de bain. La voix de Griffin retentit, lui disant que c'était sûr et lui demandant d'ouvrir la porte. Elle ne la déverrouilla pas immédiatement. Elle avait appris à ne pas faire confiance facilement. Elle attendit. Griffin comprit. Il prononça le mot de passe que Sterling lui avait donné plus tôt, une phrase sans signification connue seulement de trois personnes. Il avait insisté pour qu'elle mémorise un mot de passe de sécurité au cas où, même si elle avait essayé de le repousser. C'est alors seulement qu'elle se leva sur des jambes tremblantes et déverrouilla la porte. 15 minutes plus tard, Sterling fit irruption dans l'appartement comme un ouragan. Il vit la porte d'entrée défoncée, les meubles renversés, et son cœur sembla s'arrêter un instant avant que ses jambes ne le portent jusqu'à la salle de bain. Iris était assise dans le coin, tenant toujours les deux enfants, tremblant de manière incontrôlable. Quand elle leva les yeux et le vit, tous les murs qu'elle avait construits s'effondrèrent d'un coup. Sterling tomba à genoux et les rassembla tous les trois dans ses bras. Il ne dit rien. Il les serra simplement comme s'ils pouvaient disparaître s'il les lâchait. Iris sentit qu'il tremblait, non pas de froid, mais de peur. Les mains qui n'avaient jamais tremblé, en prenant des décisions impitoyables, tremblaient maintenant, alors qu'elle s'enroulait autour d'elle et des garçons. Elle leva les yeux et vit que les siens étaient humides. Le bleu glacial n'était plus froid, mais rouge et brillant de larmes. Pour la première fois de sa vie, elle vit Sterling Ashford vraiment effrayé. Il s'excusa d'une voix rauque de tension, disant que c'était de sa faute, que son monde l'avait touché, elle et les enfants, qu'il était désolé. Iris ne l'accusa pas. Elle ne cria pas, ni ne le repoussa. Elle demanda seulement si les garçons allaient bien. Sterling vérifia Noah et Miles soigneusement et doucement, puis demanda si elle était blessée. Elle hocha la tête pour dire qu'elle allait bien, puis elle se mit à pleurer. C'était la première fois qu'elle pleurait devant lui, les larmes qu'elle avait retenues si longtemps, se libérant enfin. Sterling la serra plus fort et la laissa pleurer sur son épaule, sachant qu'aucun mot ne serait jamais suffisant. Quand elle se calma, il lui dit qu'elle devait quitter cet endroit et venir vivre avec lui. Le manoir avait une sécurité plus forte et des gardes 24 heures sur 24. Ce n'était plus sûr ici. Normalement, Iris aurait refusé. Elle aurait insisté sur le fait qu'elle n'avait pas besoin de sa protection, qu'elle pouvait se débrouiller seule.
Mais ce soir, après être restée assise dans une salle de bain, serrant ses enfants pendant que des étrangers saccageaient en sa maison, elle comprit que l'orgueil ne protégerait pas Noah et Miles. Elle accepta. Sterling la regarda avec surprise devant la rapidité de sa réponse. Elle lui dit qu'elle n'acceptait pas pour lui, lui, mais pour les garçons. Si être avec lui signifiait une plus grande sécurité pour Noah et Miles, elle irait. Cette nuit-là, Griffin et l'équipe de sécurité escortèrent Iris et les enfants jusqu'au manoir de la Gold Coast. Dans la voiture, Miles dormait dans les bras d'Iris tandis que Noah reposait contre Sterling. À mi-chemin, Noah ouvrit les yeux, regarda son père avec une confiance claire et bleue, puis les referma comme s'il était complètement en paix, comme si l'enfant disait qu'il croyait en lui. Sterling baissa les yeux sur son fils et murmura trop doucement pour que quiconque l'entende qu'il les protégerait à tout prix. Le manoir de Sterling sur la Gold Coast submergea Iris dès l'instant où elle franchit les imposantes grilles en fer. Un escalier en marbre montait en courbe jusqu'au deuxième étage. Les plafonds s'élevaient très haut avec des lustres en cristal dispersant la lumière comme des fragments d'étoiles, et chaque pièce était plus grande que le petit appartement où elle avait vécu pendant plus d'1 an. Sterling la conduisit à une chambre au deuxième étage, près de la sienne, mais à une distance respectueuse. La pièce avait de larges fenêtres donnant sur le jardin, un lit king-size habillé de lin blanc et un double berceau déjà placé dans le coin pour Noah et Miles. Il lui dit doucement que c'était sa maison maintenant et qu'elle pouvait changer tout ce qu'elle souhaitait. Iris regarda autour d'elle et réalisa que la pièce avait été préparée avec soin. Des œuvres d'art encadrées au fauteuil à bascule près de la fenêtre destinée aux berceuses nocturnes. Ce n'était pas quelque chose d'arrangé en quelques heures frénétiques après une attaque. Sterling l'avait fait plus tôt, peut-être dès l'instant où il avait appris l'existence de ses fils. Les garçons s'adaptèrent à la nouvelle maison plus rapidement que leur mère. Miles se promenait dans les couloirs sur des jambes instables, explorant chaque placard, chaque tiroir, chaque porte. Il découvrit la salle de jeu que Sterling avait aménagée à l'avance et cria de joie à la vue de nouveaux jouets, de livres d'images colorées et d'un tapis moelleux recouvrant le sol. Noah était différent. L'enfant plus calme semblait attiré par le jardin derrière le manoir, où de grands arbres anciens montaient la garde et des rosiers bordaient le chemin. Il pouvait rester debout de longs moments, observant simplement les feuilles bouger dans le vent, ses yeux sérieux, comme s'il contemplait quelque chose de bien au-delà de son âge. Le lendemain de leur emménagement, Pierce vint leur rendre visite. L'oncle de Sterling, âgé de 62 ans et son conseiller le plus fiable, entra dans le salon avec une curiosité non dissimulée. Quand il vit Noah et Miles, il s'arrêta, ses yeux s'humidifiant. Il murmura avec émerveillement qu'il ressemblait tellement à Sterling enfant, surtout le plus calme. Il désigna Noah, qui le regardait avec cette prudence familière. Pierce se tourna ensuite vers Iris, qui se tenait à proximité, toujours incertaine de sa place dans cette grande maison. Il lui offrit un sourire chaleureux et lui dit qu'elle était la première personne à avoir jamais fait peur à Sterling d'une bonne manière et que son neveu avait besoin de quelqu'un comme elle. La transformation la plus surprenante vint de Griffin. Le garde du corps froid et réservé devint en quelque sorte l'oncle Griffin dans le monde des garçons. Miles adorait grimper sur lui tirer l'oreille et rire pendant que Griffin restait aussi immobile qu'une statue, l'expression inchangée, mais ne repoussant jamais l'enfant. Noah préférait s'asseoir sur les genoux de Griffin pendant qu'il lisait à voix haute, même si la voix de Griffin avait le même ton qu'il pourrait utiliser pour un briefing financier. Une fois, Iris s'arrêta sur le seuil de la cuisine et trouva Griffin en train de nourrir les garçons. Son visage restait sévère, mais ses mains bougeaient avec une douceur inattendue alors qu'il levait une cuillère vers Miles et essuyait la bouillie de la joue de Noah. Elle observa longtemps et comprit pour la première fois pourquoi Sterling confiait sa vie à cet homme. Environ 2 semaines après leur emménagement, Miles développa une autre fièvre. Cela semblait arriver souvent avec cet enfant vif dont le petit corps renforçait encore sa force. Sterling et Iris se relayèrent toute la nuit, l'un veillant pendant que l'autre dormait brièvement. Ils se déplaçaient ensemble avec un rythme silencieux. Pas besoin de beaucoup de mots, juste un regard ou un hochement de tête. À 4 heures du matin, la fièvre tomba enfin et Miles s'endormit paisiblement. Iris s'assit à côté du berceau, les yeux lourds de fatigue. Sterling resta à côté d'elle, tout aussi là, mais ne voulant pas partir.
À un moment donné, Iris se pencha inconsciemment vers lui, sa tête reposant contre son épaule. Elle ne réalisa pas ce qu'elle faisait. Son corps cherchait simplement le réconfort le plus proche. Sterling se figea, craignant que tout mouvement ne la réveille et ne brise l'instant. Elle s'endormit contre lui, sa respiration douce et régulière. Il resta là jusqu'à l'aube, immobile malgré l'engourdissement de son épaule et la douleur dans son dos. Il écoutait sa respiration régulière et les faibles bruits du garçon endormi. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce que signifiait le simple bonheur. Lorsque la première lumière filtra à travers les rideaux, Iris s'agita. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir où elle était, et quand elle réalisa qu'elle avait dormi sur son épaule toute la nuit, la couleur monta à son visage, et elle se redressa rapidement, s'excusant. Sterling l'interrompit doucement et lui dit qu'elle avait besoin de repos et qu'elle ne devait pas s'excuser pour cela. Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose changea entre eux. Plus de victimes et de protecteurs, plus de mères célibataires et de pères absents, plus d'anciens amants divisés par la peur et l'orgueil, ils commençaient à devenir une famille. Tandis que la vie de famille à l'intérieur du manoir s'installait progressivement dans un rythme fragile, au-delà des hauts murs, la tempête continuait de prendre de la force. Reginald Whitmore n'était pas un homme qui acceptait l'humiliation, et la décision de Sterling de rompre les fiançailles avec Priscilla était la plus grande insulte qu'il ait jamais subie. Dans leur monde, cela ne signifiait qu'une chose, la guerre. Les mauvaises nouvelles arrivèrent par vagues. D'abord, un entrepôt au port, l'une des installations les plus importantes de Sterling, prit feu pendant la nuit. Les dégâts estimés atteignirent 2 millions de dollars. Pourtant, la plus grande préoccupation résidait dans le message derrière l'incendie. Whitmore pouvait atteindre tout ce qui appartenait à Sterling s'il le choisissait. Vint ensuite le casino du centre-ville, la source de revenus la plus stable. Soudainement soumis à des inspections incessantes de la police et des agences de régulation. Whitmore avait des gens au sein des forces de l'ordre, quelque chose que Sterling avait toujours su. Pourtant, il ne s'attendait pas à une utilisation aussi ouverte de cette influence. Enfin, des partenaires commerciaux de longue date commencèrent à se retirer. Certains déclinèrent poliment toute coopération future. D'autres disparurent sans explication. Griffin enquêta et découvrit que Whitmore les avait contactés personnellement, offrant des menaces trop persuasives pour être ignorées. Sterling convoqua une réunion d'urgence dans le bureau du manoir. Pierce, Griffin et Monty, son avocat personnel, se rassemblèrent autour de la table avec des expressions graves. Personne ne parla pendant les premières minutes. L'air était lourd, chargé comme le ciel avant un violent orage. Monty rompit le silence. Whitmore formait des alliances avec de plus petites familles, promettant de diviser le territoire de Sterling entre elles si elle se rangeait de son côté. L'objectif était clair, l'isolement total. Pierce, toujours calme et perspicace, expira lentement et dit que si une guerre à grande échelle éclatait, les deux camps souffriraient profondément. Et puis ses yeux se tournèrent vers le couloir qui menait à la chambre d'Iris et à la nurserie au fond. Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Sterling hocha lentement la tête. Il n'y aurait pas de guerre à grande échelle. Pas maintenant. Griffin le regarda, attendant. Alors, quel est votre plan? Trouver un moyen de mettre fin à cela sans effusion de sang, répondit Sterling, son ton stable mais ferme. Whitmore a des secrets. Tout le monde en a. Nous trouverons les siens. La réunion se termina, mais Sterling resta seul dans le bureau. Il s'assit dans le noir, fixant les lumières de la ville au-delà de la fenêtre, pesant les choix qui s'offraient à lui. C'est alors qu'Iris entra sans frapper, un privilège qu'elle avait acquis sans que l'un ou l'autre ne s'en aperçoive. Elle demanda doucement s'il allait bien et prit la chaise en face de son bureau. Il répondit qu'il allait bien, et ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. Elle lui dit doucement qu'il n'allait pas bien. Elle avait vu son visage pendant la réunion. Elle avait vu la façon dont ses yeux se tournaient vers la chambre des enfants chaque fois que le danger était mentionné. Sterling soupira et laissa tomber le masque, celui qu'il portait pour tout le monde. Whitmore me force à choisir, admit-il. Attaquer ou être attaqué. C'est ainsi que ce monde fonctionne. Iris resta silencieuse un moment avant de demander ce qu'il avait l'intention de faire. Il avoua qu'il ne savait pas. Par le passé, il aurait frappé le premier sans hésitation. C'est ainsi qu'il avait bâti tout ce qu'il possédait. Et maintenant, il regarda vers la porte derrière laquelle Noah et Miles dormaient.
Maintenant, j'ai quelque chose à perdre, quelque chose qui vaut plus que n'importe quel empire. Iris se leva et s'approcha de lui. Sa voix était douce mais inébranlable. Tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit par la violence. J'ai vu qui tu es quand tu restes éveillé toute la nuit parce que Miles a de la fièvre. J'ai vu qui tu es quand tu échoues 5 fois à changer une couche et que tu n'abandonnes pas. C'est ça la vraie force. Sterling la regarda sans l'interrompre. Elle continua en disant qu'un homme fort n'est pas celui qui bat le plus d'ennemis, mais celui qui protège ce qui compte le plus. Noah et Miles ont besoin d'un père vivant, pas d'une légende déchue. Ces mots percèrent l'obscurité qui avait obscurci ses pensées. Il rappela Griffin dans la pièce et donna un nouvel ordre. Trouvez tous les secrets de Reginald Whitmore, passé et présent, chaque transaction douteuse, chaque ennemi qui l'a trahi. Je veux savoir qui cherche à se venger de lui et qui a un moyen de pression sur lui. Griffin hocha la tête en disant qu'il savait par où commencer. L'information est une meilleure arme qu'un pistolet, dit Sterling doucement, et elle fait couler moins de sang. Griffin partit avec sa mission. Sterling se tint à nouveau à la fenêtre, regardant Chicago s'étendre sous lui en lumière scintillante. Iris le rejoignit sans parler. Elle n'avait pas besoin de parler. Sa présence suffisait. Ils se tinrent en triangle, contemplant une ville de brillance et d'ombre, conscients que la bataille à venir n'était pas encore terminée. Mais cette fois, Sterling ne l'affronterait pas seul. D'une manière ou d'une autre, la guerre se dirigeait vers sa conclusion. 3 jours après sa conversation avec Iris, Griffin retourna au manoir, un dossier épais à la main. Il entra dans le bureau de Sterling et posa la pile de papier sur le bureau avec une expression que Sterling n'avait jamais vue sur son fidèle garde. Quelque chose entre la tension et l'hésitation. Griffin dit qu'il avait trouvé ce dont Sterling avait besoin, et quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Griffin avait discrètement enquêté sur le passé de Whitmore pendant des années, mais ce n'est que maintenant que la dernière pièce du puzzle se mettait en place. Sterling ouvrit le dossier et commença à lire. Les premières pages contenaient ce qu'il avait anticipé, une liste des anciens ennemis de Whitmore, des hommes qu'il avait trompés et trahis en 40 ans dans le milieu. Il y avait des preuves de transactions illégales, des dossiers qui pourraient envoyer Whitmore en prison s'ils étaient livrés aux bonnes mains. Il y avait même une liste de témoins prêts à témoigner contre lui sous une protection adéquate. Tout cela était utile. Pourtant, rien ne semblait assez décisif pour mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Griffin continua alors que Sterling tournait aux dernières pages et dit qu'il y avait plus. Quelque chose lié à son père. Sterling se figea, sa main suspendue au-dessus du papier. Griffin prit une profonde inspiration avant de reprendre la parole. Il y a 12 ans, votre père a été trahi et tué. Vous avez toujours cru que c'était un rival mineur cherchant du territoire, mais j'ai trouvé un témoin qui était là cette nuit-là et qui est toujours en vie. Griffin fit une pause comme s'il pesait le fardeau des mots suivants. L'homme derrière tout ça était Reginald Whitmore. La pièce sembla se figer autour d'eux. Sterling lut les dernières pages, le témoignage détaillé, les preuves reliant Whitmore à l'assassinat de son père une vie plus tôt. Un fantôme qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Sa main tremblait en tournant chaque page, ses yeux traçant les lignes encore et encore, comme s'il refusait d'accepter ce qu'il révélait. Son père n'était pas mort à cause d'une confiance mal placée comme il l'avait cru. Son père était mort à cause de Whitmore, le même homme qui cherchait plus tard à marier sa fille à la famille de Sterling. C'était un cercle vicieux. Whitmore avait éliminé son père pour se frayer un chemin vers son propre empire, et 12 ans plus tard, il avait l'intention de contrôler l'empire que Sterling avait bâti par le mariage avec Priscilla. Si les fiançailles avaient eu lieu, Whitmore aurait eu une influence sur les deux familles, et le fils de l'homme assassiné n'aurait jamais connu la vérité. Sterling demanda pourquoi il n'avait jamais su cela, sa voix rauque de fureur contenue. Griffin répondit que Whitmore était doué pour la dissimulation. Le témoin avait eu peur et était resté silencieux pendant 12 ans. Mais la persuasion avait ses méthodes. Sterling ne demanda pas quelles étaient ses méthodes. Il n'en avait pas besoin. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le jardin où Noah et Miles jouaient sous l'œil vigilant d'un garde. La rage déferla en lui comme un raz de marée. Race de marée. Whitmore méritait la mort, méritait la perte, méritait de ressentir le vide que Sterling portait depuis ses 25 ans. Pendant la moitié de sa vie,
Sterling avait porté cette douleur lancinante dans son âme. Pendant 12 ans, il avait bâti un empire pour se prouver digne de l'héritage de son père. Tout cela pendant que l'homme responsable prospérait et complotait pour plus de contrôle. Puis le rire de Noah monta du jardin, vif et léger. Un instant plus tard, il entendit la voix douce d'Iris lisant une histoire à Miles dans la pièce voisine, chaude et stable. Sterling ferma les yeux. S'il choisissait la vengeance, la guerre s'intensifierait. Whitmore avait des enfants, des petits-enfants et un empire prêt à se battre. Le sang coulerait. Et pas seulement le sang des ennemis. Iris souffrirait. Noah et Miles souffriraient. Son père était mort à cause de ce monde. Voulait-il que ses fils grandissent sous la même ombre de haine et de violence? Un léger coup fut frappé et Pierce entra, déjà au courant de la révélation de Griffin. Il demanda ce que Sterling avait l'intention de faire avec cette information. Sterling se détourna de la fenêtre. Ses yeux étaient toujours froids, mais la fureur sauvage s'était apaisée. Il répondit avec un calme inattendu qu'il voulait une réunion avec Whitmore, juste eux deux, en terrain neutre. Pierce demanda prudemment s'il avait l'intention de le tuer. Sterling secoua la tête. Il dit qu'il avait l'intention de donner un choix à Whitmore, quelque chose que son propre père n'avait jamais eu. Pierce l'étudia un long moment, puis hocha la tête et partit organiser la réunion. De nouveau seul, Sterling s'approcha de son bureau et prit une photographie encadrée posée dans le coin. Son père le regardait, l'homme qui lui avait tout appris sur ce monde, qui était mort quand Sterling avait 25 ans, laissant derrière lui un empire et une blessure que personne ne pouvait apaiser. Sterling parla doucement à la photographie, se rappelant que son père avait dit un jour que la vengeance était un plat qui se mangeait froid. Il murmura qu'il ne mangerait pas ce plat. Il choisirait la famille. Il choisirait l'avenir au lieu du passé. Le rire de Noah s'éleva à nouveau du jardin, et cette fois, Sterling s'autorisa un petit sourire, sain, la cellule mais sincère. Le restaurant abandonné se trouvait à la périphérie de Chicago, un terrain neutre revendiqué par aucune famille. C'était autrefois un élégant établissement italien, avant de fermer plusieurs années plus tôt, et maintenant seule la poussière recouvrait les tables. Des chaises étaient empilées dans les coins, et des ombres remplissaient chaque espace creux. Sterling arriva 15 minutes en avance, seul, sans armes visibles. Griffin se gara à plusieurs pâtés de maison, prêt à intervenir si nécessaire, mais c'était une réunion entre deux hommes, et Sterling avait l'intention d'honorer le code tacite de leur monde. Il s'assit à une table au centre de la pièce, où le clair de lune filtrait à travers des fenêtres sales, juste assez pour qu'ils puissent se voir et attendit. Des pas résonnèrent de l'entrée arrière à l'heure exacte convenue. Reginald Whitmore entra, 60 ans, cheveux argentés soigneusement peignés en arrière, des yeux de faucon balayant la pièce avant de se poser sur Sterling. Il était venu seul également, observant la même règle silencieuse. Whitmore prit le siège en face de lui, le visage illisible, le regard calculateur. Il demanda ce que Sterling voulait et s'il était venu pour se rendre. Sterling ne répondit pas. Il posa le dossier épais sur la table et le fit glisser. Il dit à Whitmore de lire. Whitmore l'ouvrit avec suspicion, et à mesure qu'il tournait chaque page, la couleur quitta lentement son visage. Ses yeux vifs parcouraient rapidement les preuves que Griffin avait rassemblées, des listes d'anciens ennemis prêts à témoigner, des registres de transactions illégales qui pourraient l'envoyer en prison, et enfin le témoignage le liant à l'assassinat du père de Sterling 12 ans plus tôt. Sterling déclara calmement que c'était la preuve de la trahison et du meurtre de son père par Whitmore, que des témoins étaient prêts à parler, que chaque transaction sale des 2 dernières décennies était documentée dans ces pages. Whitmore ferma le dossier, luttant pour maintenir son sang-froid, bien que sa main tremblât légèrement. Il demanda ce que Sterling avait l'intention d'en faire. Sterling répondit que cela dépendait de lui. Whitmore plissa les yeux et demanda s'il croyait pouvoir le menacer. Sterling secoua la tête et dit qu'il lui offrait un choix, quelque chose que Whitmore n'avait jamais accordé à son père. Il se leva et fit lentement le tour de la table, la voix stable, chaque mot délibéré. Le premier choix était de continuer la guerre. Dans ce cas, Sterling enverrait le dossier à toutes les familles, aux forces de l'ordre, à la presse. Whitmore serait isolé, trahi par ceux avec qui il s'était autrefois allié, et finalement détruit non pas par Sterling, mais par le monde même qu'il avait bâti.
Puis Sterling s'arrêta juste en face de lui et décrivit le deuxième choix. Whitmore se retirerait. Il rappellerait Priscilla sur la côte Est. Toutes les attaques cesseraient et leurs chemins ne se croiseraient plus jamais. La mâchoire de Whitmore se serra, la colère et l'incrédulité brillant dans ses yeux. Il demanda si Sterling l'épargnait après qu'il ait tué son père. Sterling resta immobile et dit qu'il ne l'épargnait pas et ne pardonnerait jamais ce qui avait été fait, mais qu'il choisissait de ne pas chercher à se venger. Whitmore exigea de savoir pourquoi. Sterling fit une pause avant de répondre, et quand il le fit, sa voix portait quelque chose de plus profond qu'une froide résolution. Il dit qu'il avait 2 fils, de 13 mois, des enfants qui ne savaient rien du sang, de la haine et de la mort dans l'obscurité. Il voulait qu'il reste ignorant de ce monde aussi longtemps que possible. Son père était mort à cause de cette vie. Il ne laisserait pas ses fils grandir animés par la vengeance pour un grand-père qu'ils n'ont jamais connu. Il ne les laisserait pas devenir lui. Il dit à Whitmore qu'il pouvait appeler ça de la faiblesse s'il le souhaitait. Mais Sterling appelait ça de la force, plus forte qu'eux deux réunis, car il fallait du courage pour s'arrêter. Le silence s'étira dans le restaurant abandonné. Whitmore regarda du dossier à Sterling et vice-versa. Enfin, il expira lourdement comme s'il portait le poids de 12 ans de secret. Il admit que Sterling ressemblait plus à son père qu'il ne l'avait pensé. Son père lui avait aussi donné une chance autrefois. Sterling hocha la tête et lui rappela qu'il avait choisi la trahison à la place. Whitmore reconnut que c'était la plus grande erreur de sa vie, non pas parce que cela avait conduit à ce moment, mais parce qu'il n'avait pas connu une seule nuit de vraie paix depuis que le sang avait été versé pour la première fois. Il se leva, paraissant plus âgé et plus fatigué qu'à son entrée. Il accepta de se retirer. Priscilla quitterait Chicago. Les attaques cesseraient, c'était fini. Alors que Whitmore se tournait vers la porte, Sterling parla une dernière fois, l'avertissant que s'il rompait sa parole, il n'y aurait pas de seconde chance et aucun choix offert la prochaine fois. Whitmore s'arrêta brièvement, hocha la tête sans se retourner et disparut dans l'obscurité. Sterling resta seul dans le restaurant abandonné, le clair de lune traçant des lignes pâles sur le sol poussiéreux. Il sortit son téléphone et appela le manoir. Iris répondit avec inquiétude dans la voix, demandant s'il allait bien. Il lui dit que c'était fini, et pour la première fois depuis des semaines, il s'autorisa un sourire sincère. Il dit qu'il rentrait à la maison. Elle demanda à nouveau s'il était blessé. Il lui assura qu'il allait bien, vraiment bien. Alors qu'il regardait le scintillement lointain de l'horizon de Chicago, il lui dit de l'attendre. 3 mois après la réunion avec Whitmore, la vie avait complètement changé. Priscilla quitta Chicago sur l'ordre de son père. Il n'y eut plus de messages menaçants, plus de faux inspecteurs, plus d'ombres rôdant dans la nuit. Whitmore tint parole. Toutes les attaques cessèrent, et les 2 familles existèrent en silence, comme si elles ne s'étaient jamais connues. Sterling commença à réorienter la plupart de ses opérations vers des entreprises légitimes, une transformation lente mais régulière. Il était toujours Sterling Ashford, toujours puissant et influent. Pourtant, l'obscurité cédait progressivement la place à la lumière. Noah et Miles avaient presque 18 mois et parlaient de plus en plus chaque jour. Papa devint leur mot préféré, répété des centaines de fois jusqu'à ce que Sterling croie qu'il ne se lasserait jamais de l'entendre. Noah devint moins réservé, éclatant parfois de rire lorsque Sterling le soulevait haut dans les airs. Miles restait aussi vif que jamais, courant dans le manoir et forçant Griffin à le poursuivre comme un garde du corps réticent devenu babysitter. Iris ouvrit sa propre petite boulangerie, non pas à Pilsen, mais dans une rue calme près du manoir. Sterling fournit l'investissement initial et elle insista pour le rembourser, refusant de l'accepter comme un cadeau car sa fierté ne le permettait pas. Jolene vint travailler à ses côtés et ensemble, les 2 femmes bâtirent un endroit chaleureux rempli de l'odeur du pain frais et du café chaud. Le manoir de la Gold Coast n'était plus un refuge, mais une maison avec des jouets éparpillés sur des sols polis. Les rires d'enfants résonnant dans les couloirs et l'odeur des repas faits maison flottant depuis la cuisine chaque soir. Un après-midi, Sterling demanda à Iris de bien s'habiller sans donner d'explication. Elle le regarda avec suspicion, mais s'obtempéra, portant la simple robe bleu pâle dont il lui avait dit un jour qu'elle lui allait si bien. Jolene arriva pour garder les garçons,
souriant mystérieusement quand Iris demanda où ils allaient et lui disant simplement d'y aller et que les enfants iraient bien. Sterling la conduisit non pas à un restaurant chic ou à un grand hôtel comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, il se gara dans un endroit familier, le petit parc de Pilsen, où ils s'étaient retrouvés pour la première fois avec les garçons, où Noah l'avait appelé papa pour la première fois. Iris regarda autour d'elle dans la douce lueur des lumières du parc. Elle demanda pourquoi ils étaient là. Sterling prit sa main et la conduisit au vieux banc de pierre. Il lui dit que c'était ici qu'il était devenu père pour la première fois, où Noah avait dit « pas », et où il avait réalisé qu'il voulait être digne de ce mot. C'était ici que tout avait commencé. Ils s'assirent ensemble sur le même banc où il avait autrefois tenu ses deux fils dans ses bras. Incertain de la suite, il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte. Non pas un écrin de velours rouge d'un bijoutier cher, mais une boîte en bois usé, adoucie par le temps. À l'intérieur reposait une simple bague en or, ancienne et sans fioriture, sans gros diamants ni design élaboré. Iris regarda la bague, puis lui, ses yeux s'écarquillant. Il expliqua qu'elle avait appartenu à sa mère, la seule chose qu'elle avait laissée avant de mourir de maladie quand il était jeune. Son père l'avait gardée jusqu'à sa mort et Sterling l'avait conservée pendant 12 ans sans savoir quoi en faire. Il se leva et s'agenouilla devant elle, les yeux stables dans la douce lumière du parc. Il lui dit qu'elle lui avait donné ce qu'il ne savait pas qu'il lui manquait. Une famille, un but, une raison de devenir meilleur. Il admit qu'il n'était pas parfait, qu'il portait un passé sombre, qu'il ne pouvait effacer, qu'il l'avait abandonné quand elle avait le plus besoin de lui. Bloqué toutes ses tentatives pour le joindre. Laissé seul pour accoucher et frôler la mort, il dit qu'il passerait le reste de sa vie à se racheter si elle le lui permettait. Il souleva la boîte et demanda si elle lui donnerait la chance de se tenir à ses côtés pour le reste de leur vie. Des larmes coulèrent sur les joues d'Iris, mais elle souriait, plus radieuse qu'il ne l'avait jamais vue. Elle dit qu'il connaissait déjà la réponse. Il lui dit qu'il voulait l'entendre le dire. Elle répondit « Oui, 1 million de fois oui ». Sterling glissa la bague de sa mère à son doigt, et elle lui alla comme si elle lui avait toujours appartenu. Il se leva et la releva avec lui, et ils s'embrassèrent sous les douces lumières du parc, leur premier baiser depuis leur retrouvaille. Le baiser de deux personnes qui avaient traversé le feu et s'étaient retrouvées de l'autre côté. Quand ils se séparèrent, Iris rit à travers ses larmes et dit que les garçons perturberaient le mariage, que Miles courait partout et que Noah refuserait de porter des vêtements corrects. Sterling rit, léger et libre. Il dit qu'il avait hâte. Ils se rassirent sur le banc, les mains entrelacées, regardant le parc calme. Quelque part au loin, Chicago restait bruyante et agitée, une ville vivante de secrets et de dangers. Pourtant, ici, en cet instant, il n'y avait que 2 personnes et la promesse d'un avenir partagé. Sterling murmura ses remerciements et serra sa main. Elle pencha la tête et demanda pourquoi. Il répondit que c'était pour ne pas avoir abandonné, pour lui avoir accordé une seconde chance qu'il ne méritait pas. 2 ans après la soirée de la demande en mariage au parc de Pilsen, la vie de la famille Ashford avait complètement changé. Un chaud dimanche après-midi, Sterling poussait une poussette double le long d'un chemin de gravier dans l'un des grands parcs de Chicago. À l'intérieur se trouvaient les nouveaux jumeaux, 2 petites filles nommées Fiona et Pearl, âgées de 6 mois, avec des cheveux doux comme de la soie et des yeux ambrés comme ceux de leur mère. Devant lui, Noah et Miles, maintenant âgés de 4 ans, se poursuivaient sur la grande pelouse verte, leurs rires éclatants portant dans l'air. Iris était assise sur une couverture de pique-nique sous un grand chêne, regardant sa famille avec le sourire le plus satisfait qu'elle ait jamais porté. Noah s'arrêta soudainement et courut vers Sterling, essoufflé par le jeu, demandant à être porté. Miles suivit immédiatement, ne voulant pas être laissé pour compte, insistant pour être soulevé aussi. Sterling se pencha et les prit tous les 2 dans ses bras, un enfant de chaque côté, même s'il pesait 2 fois plus que la première fois qu'il les avait tenus dans ce petit parc des années auparavant. Il fit semblant de grogner et leur demanda s'ils essayaient de l'achever. Noah rit et déclara que son père était fort, le plus fort de tous. Juste à ce moment-là, Fiona se mit à pleurer dans la poussette. Et comme par instinct, Pearl se joignit à sa sœur en signe de protestation. Iris se leva, brossant l'herbe de sa robe, et dit que c'était l'heure de manger, disant à Sterling de poser les garçons. Il le fit et leur dit d'aider leur mère.
Ils coururent vers Iris, mais au lieu d'aider, ils s'emmêlèrent dans ses jambes pendant qu'elle essayait de sortir les biberons du sac. Miles trébucha et renversa une boîte de biscuits sur la couverture, et Noah tenta de nettoyer en les fourrant dans sa bouche. Iris rit, impuissante, tandis que Sterling observait le chaos se dérouler. À ce moment-là, il se souvint de l'homme qu'il était. Il avait cru que le pouvoir était tout, que les comptes en banque et la peur des autres définissaient la valeur d'un homme. Il avait cru que la famille était une faiblesse, l'endroit où les ennemis pouvaient frapper pour le faire tomber. Il avait cru que l'amour était un luxe qu'un chef de la mafia ne pouvait pas se permettre, car aimer quelqu'un signifiait lui donner le pouvoir de le détruire. Maintenant, en regardant Iris rire alors que le lait imbibait son chemisier, en regardant Noah assis patiemment à côté de la poussette, chantant faux pour ses sœurs, en regardant Fiona et Pearl se rendormir dans les bras de leur mère, il comprit ce qu'il lui avait fallu près de 40 ans pour apprendre. La famille n'était pas une faiblesse. La famille était la raison d'être fort. Quand les bébés se furent rendormis et que Noah et Miles furent occupés à chasser les papillons, Iris vint s'asseoir à côté de Sterling sur la couverture. Elle posa sa tête sur son épaule, un geste maintenant aussi naturel que de respirer. Elle demanda doucement s'il regrettait parfois d'avoir choisi cette vie, s'il regrettait d'avoir renoncé au pouvoir et à l'Empire pour des biberons de minuit et des changements de couche à 3 heures du matin. Sterling sourit, paisible et léger. Il dit qu'un empire pouvait toujours être reconstruit, mais pas une famille. Il regarda ses enfants jouer, Iris à ses côtés, le ciel de Chicago peint de nuages roses et oranges. Il lui dit que c'était son véritable empire. Ils restèrent assis en silence, regardant Noah essayer d'apprendre à Miles à attraper des papillons, tandis que Miles préférait simplement courir et crier à travers le champ. Fiona et Pearl dormaient dans leur poussette, inconscientes du monde compliqué au-delà de la douceur de leur couverture et de l'abri de l'amour de leurs parents. Sterling murmura ses remerciements à Iris pour lui avoir donné tout cela. Elle serra sa main et dit qu'il l'avait trouvé lui-même. Elle en avait fait couvrir la porte. Sterling Ashford, autrefois le dirigeant redouté du monde souterrain de Chicago, regarda sa petite famille sous le soleil de fin d'après-midi. La ville était toujours là, toujours mue par ses propres règles, toujours assombrie par le danger. Mais il n'avait plus besoin de la dominer. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel empire, quelque chose que l'argent ne pouvait acheter et que le pouvoir ne pouvait saisir. Il avait trouvé la seconde chance qu'il avait failli perdre des années plus tôt à un passage piéton. L'histoire de Sterling et Iris nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour réparer les erreurs du passé. Parfois, les choses les plus précieuses dans la vie ne sont pas celles que nous poursuivons, mais celles que nous manquons de perdre en poursuivant des illusions. La famille, l'amour, la connexion avec ceux qui nous sont chers. Ce sont ces choses qui comptent vraiment, qui donnent un sens à la vie. Si vous étiez à la place où Sterling se trouvait autrefois, détenant tout le pouvoir du monde, mais personne avec qui le partager, auriez-vous le courage de tout laisser tomber et de recommencer? Croyez-vous aux secondes chances? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez sur le cœur. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime et partagez-la avec ceux qui croient en la rédemption. N'oubliez pas de vous abonner à Secrets Noré et d'activer les notifications pour ne pas manquer le prochain voyage émotionnel. Nous vous remercions sincèrement d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Puissiez-vous, ainsi que vos proches, avoir une bonne santé, des jours joyeux et des vies remplies de paix et d'amour. Au revoir et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Au revoir au tout du cœur.